8 années de sécheresse extrême ont laissé le Burkina Faso à genoux. Pourtant, au moment où tout le monde prédisait l'effondrement final, Ibrahim Traoré lançait un projet hydraulique géant financé uniquement par les forces du pays. Comment un État classé parmi les plus pauvres du Sahel a-t-il pu construire, presque seul, un bouclier d'eau capable de changer la vie de millions de personnes? Et surtout, pourquoi cette rupture de dépendance intéresse-t-elle directement ceux qui nous regardent aujourd'hui? Car si ce pari de souveraineté réussit ici, il pourrait rebattre les cartes du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Ce récit propose plus qu'une simple explication technique. Il dévoile comment un pays frappé par 8 années de sécheresse a réussi à reconstruire son autonomie hydrique. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre comment un modèle local peut devenir une stratégie durable contre les crises futures et 12 mots. Si le Burkina Faso a pu transformer une fragilité structurelle en levier de souveraineté, c'est parce qu'il a misé sur un système d'irrigation pensé pour survivre aux aléas climatiques les plus sévères. Les communautés rurales, autrefois dépendantes des pluies irrégulières, disposent désormais d'un accès continu à l'eau, changeant profondément leurs perspectives économiques et sociales. Mais une question demeure en suspens, et c'est là que se trouve le véritable enjeu. Ce modèle fondé sur l'indépendance peut-il résister aux tensions régionales, aux pénuries imprévues et à la pression croissante sur les ressources naturelles? Cette interrogation, discrète mais décisive, constitue le fil rouge qui guidera toute l'analyse à venir. La première révélation tient en une statistique passée presque inaperçue. En janvier 2025, 11% du réseau hydraulique national était déjà opérationnel. Ce chiffre, posé en tête d'analyse, montre que le tournant enclenché n'est ni symbolique ni hypothétique, mais bel et bien mesurable. Pour comprendre cette bascule, il faut remonter à l'origine de la crise. Pendant des années, le Burkina Faso a subi une sécheresse d'une intensité exceptionnelle, la plus sévère depuis 4 décennies. Les cours d'eau se réduisaient à des lits de poussière, les sols perdaient leur fertilité, et des milliers de familles se retrouvaient sans accès fiable à l'eau potable. Les zones agricoles, dépendantes d'un régime de pluie de plus en plus imprévisible, s'étendaient sur des terres épuisées, incapables de soutenir une seule récolte complète par an. C'est dans ce contexte que l'annonce d'Ibrahim Traoré en août 2023 a pris la forme d'un choc stratégique. Plutôt que de renouveler des appels à l'aide extérieure ou d'attendre un soutien technique venu de l'étranger, il a décrété l'état d'urgence hydrique et ordonné la mobilisation immédiate de plus de 40 000 ingénieurs, ouvriers et militaires. En 48 heures, le pays avait lancé la construction d'un réseau d'irrigation inédit, 300 réservoirs interconnectés et 2000 kilomètres de canaux traversant 18 provinces. Ce vaste chantier, réalisé sans entreprise étrangère, ne relevait pas simplement de l'ingénierie. Il incarnait un choix politique affirmé: reconstruire la souveraineté en contrôlant la ressource la plus vitale. À mesure que les travaux avançaient, la dynamique locale se transformait. Les villages autrefois isolés voyaient affluer des équipes techniques, des stations de pompage hybrides étaient installées pour sécuriser l'approvisionnement, et de nouvelles surfaces agricoles reprenaient vie après des années d'abandon. En révélant la progression réelle du projet et l'ampleur de la mobilisation interne, cette section éclaire la logique qui sous-tend toute la suite. Un pays parmi les plus vulnérables a choisi d'agir comme s'il ne pouvait compter que sur lui-même. Et, fait notable, ce pari commence déjà à produire des résultats quantifiables. Au centre de cette mobilisation nationale se trouve Ibrahim Traoré, dont la présence a servi de point d'ancrage dans une période où les institutions vacillaient sous la pression de la sécheresse prolongée. Son rôle n'a pas été celui d'un simple décideur.
Il a assumé la fonction de guide, multipliant les déplacements dans les zones rurales pour superviser les premières phases du chantier. Cette posture a permis de maintenir une cohérence d'exécution dans un projet où chaque erreur pouvait compromettre la suite de l'opération. Les premiers impacts sont apparus plus vite que prévu. Dans la province du Centre-Nord, une équipe d'ingénieurs locaux a réussi, en moins de 10 jours, à remettre en eau un bassin agricole abandonné depuis 5 ans. Quelques kilomètres plus loin, un canal secondaire, considéré comme techniquement impossible à construire sans expertise étrangère, est devenu opérationnel grâce à une coordination improvisée entre ouvriers et militaires. Ces micro-résultats, modestes en apparence, ont eu un effet d'entraînement. Ils ont convaincu les communautés que l'autonomie hydrique n'était plus une promesse abstraite, mais une trajectoire tangible. L'effet l'effet psychologique a été tout aussi déterminant. Alors qu'une partie de la population doutait de la capacité du pays à se relever, voir des réservoirs se remplir à nouveau a réactivé un sentiment d'appartenance collective. Les villages, autrefois résignés, ont commencé à fournir des volontaires pour accélérer les travaux, créant un cycle vertueux entre progrès technique et mobilisation citoyenne. Ces premiers signaux, bien qu'inégaux selon les régions, pointaient vers une conclusion simple: la confiance change la vitesse d'un pays. Avant août 2023, les districts agricoles du Burkina Faso n'étaient plus que des mosaïques de terre fissurées. Après la déclaration d'urgence, tout a basculé en 48 heures, ouvrant une séquence qui allait redéfinir la capacité d'action du pays au moment déclencheur. La décision prise par Ibrahim Traoré déclenche une mobilisation qui dépasse les cadres administratifs habituels. Les premiers convois d'ingénieurs quittent Ouagadougou avant même la finalisation des plans détaillés. Dans plusieurs provinces, les unités militaires déployées sécurisent les zones de chantier, permettant aux équipes civiles de travailler jour et nuit sans interruption. Les cartes hydrologiques, jusque-là éparpillées entre différents services, sont centralisées et réévaluées pour identifier les zones où placer les premiers réservoirs. Cette phase initiale repose sur un principe simple: construire vite mais construire solide. Au point culminant du récit, la montée en cadence est fulgurante. En moins de 3 semaines, plus d'une centaine de sites prioritaires sont déjà en excavation. Les équipes synchronisent les travaux à un niveau rarement observé dans des projets d'infrastructures africains de cette ampleur. Les premiers modules de canaux arrivent sur place, transportés par des convois mixtes et civils-militaires. Les stations de pompage hybride alimentées par un système solaire renforcé sont assemblées sur le terrain. Dans la province de l'Est, un chantier identifié comme à haut risque d'échec devient un symbole de retournement. Un réservoir de grande capacité est achevé 19 jours plus tôt que prévu. À mesure que les réservoirs se remplissent, un phénomène inattendu apparaît. Les villages voisins commencent à organiser des brigades de soutien pour accélérer les constructions restantes. La percée la plus marquante survient lorsque le réseau de 2000 km de canaux, pourtant jugé irréalisable sans appui étranger, franchit le cap des 1000 km excavés. À ce stade, l'idée même d'impossibilité s'effrite. Les images des premiers bassins opérationnels circulent dans les localités rurales, créant un effet psychologique puissant. Le doute cède la place à l'adhésion. Dans l'onde qui a suivi, les résultats tangibles provoquent une réaction en chaîne. Dans les marchés agricoles du centre-nord, les prix des intrants cessent de grimper, signe que les producteurs en Europe anticipent un retour de l'irrigation stable. Plusieurs familles, auparavant contraintes de migrer pendant la saison sèche, commencent à revenir dans leur village, retrouvant des terres qui n'avaient pas vu l'eau depuis des années. Les autorités locales,
constatant la rapidité des avancées, réorganise les priorités de maintenance pour éviter tout point de rupture. Les équipes techniques créent des clusters régionaux chargés d'assurer la continuité des opérations. Les premières évaluations officielles arrivent. Le système hydraulique atteint 91% de fonctionnalité en janvier 2025. Cette phase de stabilisation révèle cependant les fragilités du modèle. Certaines zones restent difficiles d'accès et la pression climatique peut encore inverser les gains si l'entretien n'est pas rigoureux. Pourtant, la dynamique globale ne faiblit pas. Les provinces initialement sceptiques rejoignent l'effort national, consolidant l'idée que le pays n'avance plus par contrainte mais par conviction. Dans cette séquence étendue, chaque avancée technique a provoqué un rebond social, et chaque rebond social a permis d'accélérer les avancées techniques. C'est ainsi qu'un projet né dans l'urgence est devenu une mécanique collective. Avant le lancement du projet Blue Shield 2025, les terres irriguées ne couvraient qu'une fraction instable du potentiel agricole national. Après déploiement, le système atteint un taux opérationnel de 91%, montrant une progression mesurable et structurée. Ce pourcentage, loin d'être un simple indicateur administratif, prouve qu'une infrastructure géante peut fonctionner même en conditions climatiques extrêmes. Parmi les transformations les plus marquantes figure l'extension de l'irrigation à 5 millions d'hectares de terres agricoles. Cette expansion massive ne sert pas uniquement à augmenter les surfaces cultivées, elle élargit surtout la fenêtre de production annuelle, permettant des récoltes plus régulières. Les ingénieurs hydrauliques locaux soulignent que l'augmentation de surface irriguée reflète une stabilisation durable, non un simple sursaut ponctuel. Ce chiffre est déterminant car il modifie l'architecture économique rurale. Davantage de terres irrigables signifie davantage de foyers protégés contre l'incertitude. La seconde preuve majeure réside dans l'évolution du rendement agricole, en hausse de 42% depuis l'entrée en service du réseau hydraulique. Cette progression traduit plus qu'une amélioration technique, elle révèle une nouvelle capacité du pays à planifier sa sécurité alimentaire. Les analystes nationaux ajoutent que cette hausse reflète autant l'accès à l'eau que la confiance renouvelée dans l'agriculture locale. Cette augmentation de rendement illustre une rupture nette avec les cycles de pénurie qui dominaient les années passées. Cependant, la donnée la plus significative pour la dynamique sociale est la chute de 32% de la migration interne liée à la rareté de l'eau. Cette baisse ne traduit pas seulement un retour des populations vers leurs terres d'origine, elle marque aussi la reconstitution d'un tissu social fragilisé par les déplacements saisonniers. Les sociologues de terrain observent que la réduction de migration forcée correspond à un regain de stabilité, élément essentiel pour la résilience communautaire. Cette diminution du déplacement montre que la disponibilité de l'eau crée un environnement socialement soutenable. Ces trois chiffres, 91%, 5 millions d'hectares irrigués, 42% d'augmentation de rendement et 32% de migration réduite, ne sont pas des résultats isolés. Ils composent un tableau cohérent où chaque indicateur renforce l'autre. L'accès stable à l'eau soutient la production soutient les revenus ruraux, les revenus renforcent la cohésion communautaire. Le cercle autrefois vicieux de la sécheresse devient ainsi un cercle vertueux d'autonomie. Pour comprendre pourquoi cette mécanique tient, il faut revenir à la logique stratégique initiée par Ibrahim Traoré. Un projet construit uniquement avec des ressources nationales, sans dépendance extérieure, mais fondé sur une mobilisation de masse. Ce choix politique a créé les conditions nécessaires pour un déploiement rapide, mais aussi pour un contrôle permanent de la chaîne opérationnelle. Les stations de pompage hybrides ont stabilisé l'alimentation en eau, les canaux interconnectés ont réduit les pertes hydriques et les réservoirs ont créé un tampon essentiel face aux variations climatiques.
Aucun de ces éléments ne fonctionne seul. Chacun dépend d'une synchronisation que les équipes locales ont réussi à maintenir malgré les contraintes. Ainsi, les preuves chiffrées ne racontent pas uniquement une amélioration matérielle. Elles révèlent que le pays a franchi un seuil où la gestion de l'eau n'est plus un combat quotidien, mais un modèle stratégique. Les critiques les plus sérieuses ne viennent pas de la mauvaise foi, mais d'une inquiétude structurée. Certains analystes considèrent que le projet Blue Shield 2025 repose sur une fragilité intrinsèque. Leur premier argument est que l'ensemble du système dépend d'infrastructures massives construites en un temps record. Selon eux, une telle rapidité augmente le risque de défaillance technique, surtout dans les provinces éloignées où l'entretien pourrait être irrégulier. Ils ajoutent que le vieillissement accéléré des matériaux, combiné aux variations climatiques, pourrait mettre en péril des segments entiers du réseau hydrique. Le second argument, tout aussi solide, concerne la distribution équitable de l'eau. Les sceptiques estiment que rendre la ressource abondante ne prévient pas automatiquement les tensions. Au contraire, la disponibilité peut accroître la compétition entre communautés, notamment dans les zones urbaines où la demande dépasse largement l'offre. Il rappelle que l'histoire régionale montre que les ressources stratégiques, lorsqu'elles deviennent plus accessibles, attirent autant de convoitises qu'elles résolvent de problèmes. De leur point de vue, le projet pourrait, à long terme, exacerber les inégalités si une gouvernance fine n'est pas assurée. Pour répondre à ces deux critiques, il ne suffit pas d'invoquer l'optimisme. Il faut s'appuyer sur les données observées. Depuis la mise en œuvre du système, les infrastructures hydrauliques ont effectivement démontré une stabilité inattendue, atteignant 91% de fonctionnalité en janvier 2025, un niveau difficilement compatible avec l'idée d'un réseau fragile. Les provinces, initialement considérées comme vulnérables, ont été parmi les premières à remettre en eau des zones agricoles abandonnées, confirmant que la rapidité de construction n'a pas empêché la fiabilité opérationnelle. Quant au risque d'inégalité, les faits montrent une dynamique inverse. La migration interne liée à la rareté de l'eau a chuté de 32%, signe que les populations reviennent plutôt qu'elles ne s'affrontent. Les communautés rurales, au lieu de rivaliser, participent directement à la gestion des infrastructures, renforçant un sentiment d'appartenance collective. Cette cohésion découle en grande partie de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré, fondée sur une mobilisation locale plutôt qu'une dépendance à des opérateurs extérieurs. Ainsi, les objections résistent à l'analyse théorique, mais les faits observés montrent un mouvement contraire, un système qui, malgré ses risques, fonctionne et un pays qui apprend à le maintenir. La rupture apparaît soudain. En plein milieu du déploiement, un détail souvent négligé dans les grands projets d'infrastructure change la dynamique générale. La totalité des réservoirs et canaux du projet Blue Shield 2025 est construite sans aucune entreprise étrangère. Ce fait, anodin en apparence, recompose entièrement la logique de souveraineté hydrique. Lorsque Ibrahim Traoré confirme publiquement que les 300 réservoirs, les 2000 km de canaux et les stations hybrides sont réalisés uniquement par des équipes nationales, le récit bascule. Les critiques qui évoquaient une dépendance technique se retrouvent face à une réalité inverse. La capacité locale a été éprouvée sous contrainte maximale. Cette autonomie opérationnelle révèle aussi un effet collatéral puissant. Les compétences développées sur le terrain deviennent elles-mêmes une ressource stratégique. Les provinces, autrefois dépendantes de consultants extérieurs, commencent à former leurs propres cellules techniques pour maintenir et ajuster les infrastructures. Le midpoint ne réside donc pas seulement dans la progression du chantier, mais dans la prise de conscience collective qu'un pays du Sahel peut bâtir une colonne vertébrale hydraulique complète par ses propres moyens. Les effets
du projet Blue Shield 2025 ne se lisent pas uniquement dans les chiffres, ils se manifestent dans les vies quotidiennes. Dès que les réservoirs ont commencé à fonctionner, les transformations se sont diffusées en cascade à travers les territoires. Le premier impact majeur apparaît dans les zones de production. Avec 5 millions d'hectares désormais irrigués de manière stable, les agriculteurs peuvent cultiver 2 récoltes par an au lieu d'une. Cette continuité réduit considérablement la vulnérabilité aux saisons sèches, autrefois synonyme de perte massive. Dans certaines provinces, les rendements en maïs et en riz se stabilisent, preuve que l'accès régulier à l'eau crée un environnement productif plus prévisible. Cette dynamique renforce la sécurité alimentaire et limite le recours à l'importation. Les marchés ruraux, longtemps paralysés par l'incertitude hydrique, retrouvent une activité soutenue. Les prix des intrants cessent de fluctuer de manière erratique, signe que les producteurs anticipent une disponibilité d'eau constante. Les petites entreprises locales, transporteurs, ateliers de réparation, coopératives agricoles, profitent directement de la remise en valeur des terres. L'irrigation stable crée aussi des opportunités de diversification, notamment dans les cultures à haute valeur ajoutée qui nécessitent un accès permanent à l'eau. Cette dynamique reconfigure l'économie régionale, transformant des zones autrefois marginalisées en pôles agricoles actifs. La réduction de 32% de la migration interne constitue l'un des changements sociaux les plus visibles. Les familles ne sont plus obligées de quitter leur village pendant la saison sèche, ce qui restaure un tissu communautaire fragmenté depuis des années. Les femmes, autrefois contraintes de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau, récupèrent un temps précieux qu'elles consacrent désormais à des activités génératrices de revenus. Les enfants, libérés des longues marches quotidiennes, retournent en classe plus régulièrement, améliorant les indicateurs d'éducation dans les zones rurales. Ce rééquilibrage social montre que l'eau n'est pas seulement une ressource physique, c'est un facteur de stabilité. À l'échelle régionale, le succès du projet attire l'attention des pays voisins du Sahel. Mali, Niger et Tchad observent de près ce modèle fondé sur une autonomie totale sans entreprises étrangères. Lorsque Ibrahim Traoré confirme la nature entièrement nationale de l'infrastructure, plusieurs gouvernements renforcent leurs échanges techniques avec Ouagadougou. La perception du Burkina Faso change. D'un pays vulnérable, il devient un acteur capable de définir ses propres stratégies face au climat. Cette transformation inspire des réflexions sur la souveraineté hydrique, et certains pays envisagent déjà de reproduire des segments du réseau ou de collaborer autour de projets transfrontaliers. Dans ces 4 dimensions, une constante apparaît. L'eau n'a pas seulement résolu une crise, elle a redéfini les équilibres sociaux, économiques et régionaux. Les 12 prochains mois seront décisifs pour consolider ou fragiliser les avancées obtenues grâce au projet Blue Shield 2025. 3 trajectoires principales se dégagent, chacune portant des implications profondes pour l'agriculture, les communautés rurales et la stabilité régionale. Dans cette trajectoire, les infrastructures continuent de fonctionner à un niveau proche des 91% déjà atteints, avec un entretien régulier assuré par les équipes locales. Les terres irrigables restent stables autour des 5 millions d'hectares, permettant aux agriculteurs de maintenir 2 récoltes annuelles. Les migrations internes continuent de diminuer, prolongeant la tendance observée de 32% de baisse. Les prix agricoles se stabilisent et les petits marchés ruraux consolident leurs gains. Ce scénario repose sur une dynamique simple: maintenir l'effort collectif déjà amorcé, sans rupture majeure, dans la chaîne logistique ni administrative. Dans la version la plus favorable, la capacité technique locale progresse au-delà de la seule maintenance. Certaines provinces parviennent à optimiser les canaux existants, réduisant les pertes hydriques
et augmentant la surface réellement exploitable. Les rendements, déjà en hausse de 42%, pourraient dépasser ce seuil grâce à la diversification des cultures. Sur le plan régional, le modèle inspire des coopérations accrues. Les échanges techniques s'intensifient, renforcés par les déclarations de Ibrahim Traoré sur l'autonomie totale du projet. Le Burkina Faso deviendrait alors un pôle de référence pour la gestion souveraine des ressources hydriques dans le Sahel. Le scénario le plus défavorable implique une combinaison de sécheresse extrême, de pannes mécaniques et d'un rythme d'entretien irrégulier. Les réservoirs pourraient perdre en capacité fonctionnelle. Certaines provinces isolées verraient leur réseau se dégrader. Une baisse de rendement annulerait partiellement les avancées sociales, ravivant les tensions communautaires autour de la distribution d'eau. La migration pourrait repartir à la hausse dans les zones les plus exposées. Pour naviguer entre ces scénarios, un principe s'impose. Penser l'eau comme une infrastructure vivante nécessitant adaptation continue, surveillance locale et coordination nationale. C'est cette approche, plutôt qu'un simple optimisme technologique, qui déterminera la trajectoire réelle du pays. Pour celles et ceux qui observent cette transformation depuis l'extérieur, les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne suffisent pas à saisir ce que représente réellement le projet Blue Shield 2025 pour les habitants. Le changement se comprend mieux lorsqu'on adopte trois regards différents, trois manières d'être touché par une même dynamique. Pour de nombreuses familles rurales, l'eau n'est plus une préoccupation quotidienne, mais une ressource disponible, prévisible, qui redessine la vie domestique. Les femmes gagnent plusieurs heures par jour qu'elles consacrent désormais à des activités productives. Les enfants retournent en classe plus régulièrement, libérés des marches interminables vers les points d'eau. Dans les villages, le retour de l'eau a ravivé une cohésion qui s'était peu à peu dissoute. Les travaux réalisés collectivement ont créé un sentiment d'appartenance renouvelé. Les marchés ruraux reprennent vie, les associations locales s'organisent pour entretenir les réservoirs et des initiatives citoyennes émergent pour protéger les zones agricoles réhabilitées. Ce renforcement du lien social est devenu l'un des marqueurs les plus profonds de la réussite du projet. Pour la jeunesse burkinabé, le bouleversement n'est pas seulement matériel, il est imaginaire. Voir un pays se reconstruire par ses propres moyens ouvre un horizon d'opportunités jusque-là inimaginable. Dans plusieurs provinces, des groupes de jeunes se forment pour apprendre la maintenance hydraulique, la gestion des pompes solaires ou l'agriculture modernisée. L'eau, autrefois symbole d'absence et de lutte, devient un vecteur d'avenir. Ainsi, les spectateurs extérieurs découvrent ce que les habitants vivent déjà, une transformation qui ne concerne pas seulement l'agriculture, mais aussi la manière d'habiter un territoire et de se projeter dans l'avenir. Pour que les résultats actuels deviennent une stabilité durable, le Burkina Faso doit suivre une trajectoire méthodique, fondée sur des actions mesurables et une coordination soutenue. L'approche adoptée depuis le lancement du projet Blue Shield 2025, encouragé par Ibrahim Traoré, fournit déjà les bases d'une méthode reproductible. La question n'est plus de savoir si le système fonctionne, mais comment le solidifier sur les 12 prochains mois. 1. Entretenir le réseau existant. Les équipes techniques régionales doivent établir un calendrier trimestriel d'inspection des réservoirs et stations hybrides. Les données de fonctionnement, niveau d'eau, pression, perte hydrique doivent être compilées chaque mois pour éviter toute dérive structurelle. Cette étape garantit la continuité des 91% de fonctionnalités déjà atteints. 2. Structurer une gouvernance de l'eau. Chaque province doit désigner un comité local chargé de répartir l'eau selon les besoins agricoles et domestiques. Les conflits potentiels sont anticipés par des procédures publiques. Ordre de priorité, volumes autorisés, période critique.
L'objectif est d'éviter les tensions évoquées par les sceptiques. 3. Former les compétences locales. La mobilisation nationale a déjà montré que la capacité technique existe. Il faut désormais la pérenniser. Les provinces doivent créer des unités de formation continue axées sur la maintenance hydraulique, la gestion des pompes solaires et la réparation des canaux. Le succès repose sur l'autonomie humaine autant que sur l'infrastructure. 4. Surveiller les zones fragiles. Certaines régions restent vulnérables. Il est essentiel de mettre en place un système d'alerte basé sur les variations climatiques, les baisses de débit ou la pression sur les réservoirs. Les réponses rapides éviteront que les poches de fragilité ne deviennent structurelles. 5. Ajuster selon les résultats. Tous les 3 mois, les données collectées doivent être réévaluées pour orienter les priorités. Renforcer, réparer ou redistribuer. Une infrastructure vivante se pilote par itérations successives. Lorsque les premiers réservoirs ont commencé à se remplir, un changement imperceptible mais profond a traversé le Burkina Faso. Les villages qui, quelques mois plus tôt, regardaient des plaines desséchées avec résignation, voyaient désormais l'eau revenir comme un ancien visiteur longtemps perdu. Cette scène, simple mais décisive, faisait écho à ce qui s'était produit dans les premières étapes du projet. La conviction que l'autonomie n'était plus une idée lointaine, mais un mouvement réel, tangible, presque indemne. Dans ce paysage renouvelé, la figure de Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme celle d'un chef d'État, mais comme celle d'un guide ayant déplacé le centre de gravité du pays. Le pari d'agir sans dépendance extérieure s'est transformé au fil des mois en une source de cohésion sociale et de confiance collective. Les familles qui replantaient leurs champs, les enfants qui retrouvaient le chemin de l'école, les communautés qui entretenaient les canaux, chacun, à sa manière, participait à la même renaissance. L'eau devenait plus qu'une ressource, elle devenait une mémoire partagée, un fil qui reliait le passé, la crise et la reconstruction. L'eau redonne un pays à lui-même. Ce que le Burkina Faso a construit à travers le projet Blue Shield 2025 dépasse largement la question de l'eau. C'est une démonstration de ce qu'un pays peut accomplir lorsqu'il choisit de mobiliser ses propres forces, de réinventer ses méthodes et de croire à nouveau en sa capacité d'agir. Cette transformation n'est ni un miracle ni une exception, elle rappelle que même face aux crises les plus profondes, une communauté peut retrouver son élan si elle partage un objectif commun. Pour celles et ceux qui regardent cette histoire, une question se pose naturellement. Que signifie pour votre pays, votre région ou votre communauté l'idée de construire quelque chose par soi-même sans attendre que d'autres le fassent à votre place? C'est une réflexion qui dépasse les frontières, les contextes politiques ou les réalités économiques. Si ce type de contenu vous aide à comprendre ce qui se joue réellement dans les dynamiques africaines, vous pouvez soutenir le travail de la chaîne en vous abonnant, en partageant cette vidéo ou simplement en laissant votre point de vue. Vos retours orientent les prochains sujets et permettent d'approfondir les thèmes qui comptent le plus pour vous.